Vas-y, je te laisse. Oui. C'est la quête réalisatrice qui va lancer le... Du coup, juste avant qu'on démarre, donc on se permet d'enregistrer l'échange d'aujourd'hui dans le but de pouvoir le diffuser aux collègues des autres MSP qui éventuellement n'auraient pas pu se rendre disponibles aujourd'hui pour y assister. Donc pour commencer, effectivement, on va se présenter. Ah ben, il y a encore des personnes qui arrivent. Pourquoi il y a 8 participants et qu'on n'en voit que 6? On n'a pas une grille suffisamment grande pour tous les participants. Bonjour. 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 Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, merci déjà à vous d'avoir rogné un petit peu sur votre pause déjeuner pour vous joindre à nous aujourd'hui pour cette petite présentation du parcours de soins du patient insuffisant cardiaque. Aujourd'hui, on a décidé donc de convier les MSP de Moselle, puisque c'est l'un des versants sur lequel on souhaiterait avancer et travailler. Donc, je vous propose qu'on commence par se présenter déjà pour cet échange. Donc, du coup, moi, je suis Aurane Arianti, je suis chargée de projet gestion du risque à la CPM de Moselle et entre autres thématiques en charge du déploiement du parcours insuffisance cardiaque sur le territoire de la Moselle. À mes côtés, j'ai mon collègue Ludovic Nirvaux qui a la même fonction que moi. Voilà, chargé de projet également sur la thématique insuffisance cardiaque et également sur notamment tout ce qui concerne les établissements. Voilà, alors Elisabeth Langlois-Bellaire, médecin conseil à l'échelon local du service médical de Moselle, donc qui travaille sur pas mal de sujets en accompagnement également. Et je vous présente une jeune consoeur. Lucie Potra, donc je suis médecin conseil et je suis stagiaire sur l'échelon de Metz actuellement. Habituellement, je travaille en Rhône-Alpes. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment un premier échange avec vous, une première rencontre. On ne veut pas prendre trop de votre temps non plus, donc on va essayer d'être bref, d'être concis. Et surtout, l'idée, c'est vraiment de laisser une large place aux échanges. Donc, on va essayer de faire en sorte que la présentation soit courte, mais en même temps en vous disant l'essentiel, et de laisser quand même du temps pour pouvoir échanger avec vous. Donc, commençons sans plus attendre. Si des personnes viennent, elles nous rejoindront en cours de route. Tout le monde voit bien l'écran, il n'y a pas de souci de diffusion, je pense. Oui, c'est bon. Alors, pour commencer un petit peu de contexte, ce parcours insuffisance cardiaque prend place dans le cadre de Ma Santé 2022 et du parcours de soins. Donc, l'idée, c'était une transformation du système de santé avec 3 engagements prioritaires. L'idée, c'était vraiment placer le patient au cœur du système de santé et optimiser la qualité de sa prise en charge. Donc, comme vous allez le voir tout de suite après, cette idée du parcours insuffisance cardiaque prend vraiment toute sa place dans ce premier point. Et c'est de mieux organiser l'articulation entre les différents secteurs, à savoir la médecine de ville, le secteur médico-social et l'hôpital. Et puis, le 3e point, mais qui ne nous concerne pas aujourd'hui, c'était repenser les métiers et la formation des professionnels de santé. De là, en découlaient 5 chantiers structurants, dont qualité et pertinence des soins, dont là aussi, ce parcours du patient insuffisant cardiaque rentre tout à fait dans ce volet. Alors, pourquoi avoir choisi ce principe de parcours de santé? C'était donc de se concentrer, on va dire, sur des pathologies chroniques qui soient à la fois fréquentes, sévères et potentiellement coûteuses. D'où l'idée de cette première pathologie, l'insuffisance cardiaque. L'idée, c'était aussi que tous les partenaires soient associés dans la démarche. L'assurance maladie voulait vraiment se baser sur des travaux déjà existants, sur tout ce qui avait pu être fait sur le sujet, notamment les travaux de l'HAS, mais aussi inclure donc évidemment les instances professionnelles, CNP, CMG, etc. Mais là aussi, vu que l'idée, c'est que le patient il soit au cœur de sa prise en charge, associe aussi par exemple les associations de patients. Donc, ça a procédé comme suit. La première étape, ça a été d'analyser les parcours de soins tels qu'ils existaient à l'heure actuelle et de voir par rapport à la réalité de terrain, de proposer des actions
avec tous les acteurs locaux qui soient mis dans la boucle. D'où l'idée voilà, de contacter les différents acteurs, comme par exemple aujourd'hui les MSP. Et donc, par rapport à ça, d'accompagner ces parcours de soins en mettant à disposition tout un ensemble d'outils dont on discutera de larges pages. Et excusez-moi, quelqu'un avait quelque chose à dire? Peut-être un problème de micro. Donc voilà, premier parcours donc, qui sera amené à se reproduire, on va dire, sur d'autres pathologies, mais en tout cas, ce premier parcours qui est sur le thème insuffisance cardiaque. Alors, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue du service médical pour quelques points de données épidémiologiques sur cette pathologie. Alors, je vais aller vite parce que vous connaissez comme moi l'incidence de l'insuffisance cardiaque. Ce que je voulais ajouter à propos de ma collègue administrative, en fait, la CNAM, elle a travaillé sur le sujet en voulant apporter, en fait, le but, c'est d'apporter un maximum d'outils aux professionnels de santé en leur montrant un diagnostic de suivi des patients sur le secteur, sur leur secteur, sur la France, sur le département, sur la MSP, sur la CPTS, mais à partir des données que nous avons dans notre système, dans notre base de données de l'assurance maladie, qui est, comme vous le savez, assez riche, et donc qui permet alors d'écrire des parcours sur le plan statistique, enchaînant les données du système de remboursement de ville avec les systèmes de données de remboursement de l'hôpital. Et comme ça, on peut construire, pour que vous compreniez pourquoi la CNAM peut le faire, c'est qu'elle peut construire enchaînant comme ça des parcours de consommation de soins avant, pendant et après l'hôpital. Voilà, c'était un petit préalable que je faisais parce que nous, on est complètement dedans. Vous, je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment on peut travailler la CNAM. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, dans Amélie, vous avez la possibilité de retrouver sur Amélie Statistiques, on vous enverra le lien si ça vous intéresse, la façon dont la CNAM travaille pour essayer de repérer des pathologies, des risques, ça va très loin, elle peut repérer des pathologies, des risques, des traitements, enfin voilà, tout ça, il y a des algorithmes qui sont extrêmement compliqués, mais qui permettent à partir de ces bases de données, de ces riches bases de données, d'écrire des parcours statistiques. Voilà. Bon, alors pour ce qui concerne l'épidémiologie, 1,5 million de patients en France souffrent d'insuffisance cardiaque, notamment les personnes âgées de plus de 60 ans, toujours de plus de nouveaux cas, et on a une incidence qui est appelée à augmenter de 25% tous les 4 ans, du fait du vieillissement de la population. C'est une pathologie qui touche les deux sexes, qui est insuffisamment diagnostiquée. On estime environ 400 000 à 700 000 personnes seraient atteintes d'une IC non diagnostiquée. Voilà. Donc, il va en découler pas mal de choses. Mais vous savez que le pronostic est très défavorable. C'est une maladie grave qui altère considérablement la qualité de vie des patients concernés. Et puis alors, cette pathologie grave, elle est à l'origine de 165 000 hospitalisations. Et ça en fait la première cause d'hospitalisation après 65 ans. Voilà, 70 000 décès par an. Enfin voilà, tout ça, vous le savez à peu près, mais bon, c'est quand même grave. Voilà. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la CNAM, elle a la possibilité de suivre un parcours de consommation de soins des patients. Mais alors, quand elle s'est mise à travailler avec, comme vous le présentez, Madame Arianti tout à l'heure, elle a travaillé à partir d'un document que vous connaissez sur l'insuffisance cardiaque qui déjà pointait, par la HAS, qui pointait déjà un petit peu tous les endroits où il pouvait y avoir une rupture du parcours de soins du patient insuffisant cardiaque. Voilà. Du coup, elle a fait un très, très joli dessin que je trouve intéressant. Elle a mis un parcours avec une route et elle vous a listé là avec les agences de santé, les sociétés savantes et puis les sociétés scientifiques. Tout ça, ça a été mis ensemble pour travailler sur le sujet. Et vous voyez, en reprenant finalement le papier de la HAS de 2014, eh ben, on arrive sur cette route. Alors, le diagnostic qui est insuffisant, puisque quand les patients arrivent à l'hôpital, on disait que
qu'il y en a pas mal c'est le mode d'entrée dans la maladie, enfin, je veux dire, le mode, oui, c'est ça, du diagnostic, ce qui est déjà quelque chose on pourrait peut-être travailler dessus, essayer de le voir un peu plus tôt. Après l'hospitalisation du patient, il arrive en catastrophe souvent, pour sa première hospitalisation, puis pour les suivantes peut-être aussi. Donc, il y a des choses éventuellement en sortie d'hospitalisation où là, il va falloir peut-être faire bien le lien justement, et c'est pour vous important aussi que le lien soit fait entre l'hôpital et la ville, hein, de façon bien serrée, bien resserrée, que vous puissiez savoir quand votre patient ressort, quand vous devrez aller le rencontrer pour le suivi. Et voilà, donc c'est bien la sortie d'hospitalisation du patient insuffisant cardiaque qui peut être surveillée, parce que dans les données qu'on a, il arrive qu'un patient, mais bon, je ne parle pas pour tout le monde, mais on peut voir dans nos stats, justement, qu'il y a une grosse partie des patients qui, après une insuffisance cardiaque, ne voient leur médecin qu'au bout de 3 semaines, ce qui est incroyable, parce que pourquoi? Il y a plein de choses qui font que l'hôpital n'a pas peut-être assuré tout de suite le lien avec la ville, et ça, on a des outils pour vous aider à ce sujet-là. L'organisation du suivi en ville, c'est pareil, il y a des outils pour vous aider dans ce suivi-là à partir de l'hôpital. On peut vous proposer certaines choses. Le but, ce n'est pas de faire un cours sur l'insuffisance cardiaque, mais c'est de vous proposer des outils qui peuvent améliorer, à partir d'un diagnostic que vous ferez sur votre territoire, qui peuvent améliorer le parcours de soins de vos patients. Voilà, et puis alors, c'est vrai aussi, on constate, et vous le savez mieux que moi, que l'optimisation médicamenteuse n'est pas toujours terrible et que finalement, il est important de bien revoir son médecin rapidement, voir le cardiologue aussi rapidement après l'épisode de décompensation pour pouvoir titrer les médicaments afin qu'ils soient efficaces. Et puis, il y a aussi la liaison avec tout ce qui est prise en charge non médicamenteuse. Et comme vous le voyez, tout le long de cette route, il y a tous les partenaires qui sont associés et qui peuvent en suivant ce parcours, peuvent améliorer, éventuellement éviter les ruptures de parcours de soins. Voilà. Donc, c'était un petit peu l'idée de la CNAM, c'est d'avoir, à partir de ces bases de données, à partir des travaux scientifiques sur les risques de rupture de parcours de soins, de vous proposer ce schéma et des outils à chaque endroit du schéma pour que vous puissiez éventuellement regarder un petit peu l'état des lieux dans votre secteur d'exercice. Alors du coup, moi je vais reprendre maintenant la parole. Avant que je continue, j'avais juste oublié de vous dire un petit élément. Comme je l'ai dit juste avant, il y aura quand même un temps qui sera laissé pour qu'on puisse dialoguer, échanger ensemble. Si jamais vous avez des questions ou des remarques à faire, soit vous pouvez attendre la fin, ou si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à utiliser le chat. On pourra comme ça regarder directement vos remarques si nécessaire. Donc, comme on l'a dit, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce parcours en incluant tous les acteurs qui peuvent être impliqués dans ce parcours, y compris le patient, les associations, etc. Donc, la première, on va dire, approche, là, pour l'instant, on a déjà, par exemple, présenté à tout ce qui était commission paritaire, on a déjà présenté ce parcours, on est allé à la rencontre des établissements hospitaliers, et maintenant, donc, on va sur l'approche des exercices coordonnés, d'où l'idée de ce webinaire aujourd'hui pour les MSP, et par la suite, il y aurait aussi les CPTS, évidemment. Alors ici, vous avez donc une carte qui reprend un petit peu tout ce qui est exercice coordonné sur le territoire de la Moselle. Donc, vous voyez que nous avons un territoire qui est quand même bien couvert au niveau exercice coordonné. Rapidement, au niveau des CPTS, donc l'idée, c'est vraiment des acteurs de santé qui sont ensemble sur un même territoire. Ce qui est intéressant pour nous par rapport au parcours insuffisance cardiaque, c'est que du coup, ça va être vraiment l'organisation ville-hôpital sur laquelle on va pouvoir travailler, puisqu'une CPTS a de nombreux acteurs de santé d'un même territoire. Mais du coup, par contre, pour l'instant, on en a 2 sur un territoire, on a Moselle Sud et Metz et environ, ce qui fait que du coup, le territoire n'est pas encore totalement couvert et certaines structures sont peut-être pas encore tout à fait prêtes et suffisamment mieux pour pouvoir travailler sur des parcours. D'où l'idée de s'orienter sur les MSP.
L'avantage que vous avez, vous, dans vos structures, c'est que vous avez déjà l'habitude de travailler entre professionnels de santé, vous avez une bonne cohésion, vous avez une patientèle sur laquelle vous pouvez travailler, vous avez une bonne réactivité et vous pouvez mettre en place éventuellement des protocoles puisque vous travaillez entre professionnels. Donc, c'était vraiment pour ça l'intérêt, en fait, de s'appuyer sur vous et de pouvoir travailler avec vous, MSP, sur ce parcours. Alors, sans plus attendre, nous allons vous montrer un petit peu les outils qui peuvent être mis à votre disposition. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la route, sur les différents points de rupture du parcours, on a plusieurs outils qui existent. Alors, comme vous l'a dit tout à l'heure, Dr Langlois, il y a beaucoup d'outils qui se basent sur les statistiques finalement, puisque au niveau de l'assurance maladie, on a quand même une base de données intéressante dans laquelle on peut piocher des informations. Donc, le premier outil qui existe et qu'on peut mettre à votre disposition, c'est ce qui s'appelle l'outil de diagnostic territorial. Donc, ça va être vraiment à l'échelle d'un territoire donné. Donc, par exemple, à l'échelle de la Moselle, on va pouvoir voir comment se passe la prise en charge des patients insuffisants cardiaques à cette échelle-là et pouvoir voir dans ce parcours-là quelles seraient, par exemple, les spécificités par rapport à ce qui se passe en région ou à une autre zone définie. Donc là, c'est vraiment intéressant pour voir sur notre territoire quels sont les points de rupture et sur quels points en particulier il faudrait agir prioritairement. En découle de ça l'outil de suivi qui ne va pas être tous les 2 à 3 ans, mais ce coup-ci qui va vraiment permettre de suivre chaque année la prise en charge médicale des patients IC sur le territoire. Et enfin, on a des profils d'insuffisance cardiaque. Donc là, ça va être, si on zoome un peu plus, on va être plus précisément. Donc ça pourrait être à l'échelle d'une EMSP, voire même d'un médecin traitant. Par contre, ces profils ne sont pas encore totalement terminés d'être élaborés, ils sont en cours d'élaboration. Donc, on reviendra vers vous dès que possible si on a des éléments suffisamment intéressants à vous fournir pour ces fameux profils. Alors, un petit zoom sur le fameux ODT, outil de diagnostic territorial. Donc, comme je disais, à l'échelle d'un territoire, on va s'intéresser à 3 volets en particulier. On va d'abord voir la population IC type, qu'est-ce que c'est? Le ratio homme-femme, les tranches d'âge, si ces patients-là sont à la C2S ou autre. On va pouvoir voir sur le territoire aussi qu'est-ce qu'on a comme offre de santé. Donc, on va se pencher sur le nombre de médecins, cardio, infirmières et kinés. Un deuxième volet va plutôt se concentrer sur les indicateurs de moyens. Donc, ça va du coup pouvoir permettre de dégager des pistes d'action pour savoir comment agir sur ce parcours de soins. Donc, on va par exemple s'intéresser au recours aux soins primaires de ces patients, à leur prise en charge en amont et en aval de l'hospitalisation index. Donc, on va pouvoir justement voir combien de pourcentage de patients ont vu leur médecin traitant 2 semaines après être sortis de l'hôpital, combien auront vu le cardiologue, sous quel délai auront vu une infirmière, etc. Donc, c'est vraiment intéressant pour voir comment se passe le parcours du patient. Et enfin, le troisième volet va donc se pencher plutôt sur des indicateurs de résultats. Donc là, ça va être vraiment par rapport à la prise en charge de ces patients en insuffisance cardiaque. Par exemple, est-ce qu'ils sont arrivés à l'hôpital par les urgences, qui pourrait peut-être signifier que du coup, au niveau repérage et diagnostic, ça a été un petit peu tardif. Et on va aussi avoir des indicateurs sur tout ce qui est taux de mortalité et taux de réhospitalisation de ces patients. Peut-être si vous pouviez couper les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, autre point sur lequel on peut vous aider, c'est le protocole pluriprofessionnel. Donc, certains d'entre vous au sein des MSP ont déjà des protocoles qui sont opérationnels, mais certains souhaiteraient peut-être s'engager sur cette thématique de l'insuffisance cardiaque. On a donc un modèle de PPP qui est à disposition, qui est basé donc toujours sur les recommandations de l'HAS, qui vous aide à mettre en place le protocole, donc en se basant sur différentes étapes, avec des pistes, des éléments à regarder, etc., pour pouvoir mettre en place ce protocole. Au niveau du suivi de la pathologie, on a le carnet de suivi, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, s'ils ont eu des patients qui sont venus chez eux, soit en tant que médecin traitant, cardiologue ou infirmier, qui étaient suivis par le dispositif Prado. Donc là, l'idée, c'est avoir un carnet de suivi qui permette vraiment justement d'avoir une bonne communication entre tous les professionnels de santé qui œuvrent autour du patient, à la fois au moment de l'hospitalisation, mais aussi après avec les professionnels de ville.
Donc, ce carnet type avec l'infirmière qui peut remplir chaque semaine le suivi du patient, qui va examiner son poids, sa tension, voir le suivi médicamenteux, éventuellement le régime sans sel, etc. Tout un tas de points, mais aussi une partie pour le patient. On y reviendra aussi après, par exemple, pour qu'il apprenne à reconnaître ses signaux d'alerte, qu'est-ce qu'il peut surveiller, etc., qui sont parfois des points qui sont méconnus par la population. Donc, ce carnet de suivi, vraiment basé sur le carnet du Prado, peut être un outil intéressant et utile pour la coordination ville-hôpital. On a ensuite des fiches qui existent également, là aussi qui sont utilisées au niveau du Prado, mais qui peuvent être vraiment intéressantes justement sur la titration médicamenteuse, qui peut être parfois un point de rupture dans le parcours. Donc, l'idée, c'est vraiment que le médecin généraliste ait des éléments pour pouvoir le guider dans ce processus de titration. Ça peut être aussi un bon moyen de faire le lien, là encore, entre la partie hospitalisation et la partie soins de ville. Mais ça peut être aussi utile pour les infirmières aussi qui vont assurer le suivi à domicile de leurs patients. L'élément que j'ai évoqué juste avant, c'est justement le Prado. Donc, comme je disais, peut-être avez-vous déjà eu des patients qui étaient accompagnés par le Prado qui vous avaient été adressés. Donc là, on agit vraiment sur les points de rupture juste après l'hospitalisation. C'est donc l'hôpital qui va faire rentrer le patient dans le dispositif Prado. Un conseiller de l'assurance maladie va venir directement à l'hôpital au chevet du patient pour prendre contact avec lui. Il va voir s'il a déjà des professionnels qui le suivent en ville. Si c'est le cas, il va prendre contact avec eux pour organiser le retour du patient. Ils vont donc prendre rendez-vous avec l'infirmière justement pour qu'elle passe une fois par semaine, rendez-vous avec le médecin pour que le patient soit sûr qu'il voit son médecin bien dans la semaine suivant son retour à domicile. Il va avoir le rendez-vous qui va être pris avec le cardiologue, idéalement dans les 2 mois après la sortie. C'est vraiment basé sur les recommandations de l'HAS, mais aussi de la Société française de cardiologie. Ce qui est bien, c'est qu'on est sûr que le patient ne va pas, entre guillemets, disparaître dans la nature et va vraiment être suivi. Et en plus, là où c'est vraiment sécurisé, c'est que suite au rendez-vous, le conseiller assurance maladie va rappeler le patient pour s'assurer est-ce qu'il est bien allé au rendez-vous comme prévu ou pas, et du coup, éventuellement reprendre un rendez-vous. Donc là, c'est vraiment intéressant pour le post-hospitalisation et puis éviter justement ce qu'on disait tout à l'heure, des hospitalisations un petit peu en urgence, dans un état un petit peu plus grave. Là, un autre élément dont vous allez sans doute entendre parler, qui démarre aujourd'hui même, puisqu'aujourd'hui c'est le jour de la conférence de presse, c'est une grande campagne de communication en marge de la Journée mondiale du cœur. Là, c'est destiné à plusieurs publics. Principalement, c'est destiné au grand public. Donc, la cible, c'est vraiment les personnes de plus de 60 ans et leur entourage, que ce soit la famille ou les personnes qui vont aider à domicile. C'est pour que les personnes puissent connaître l'insuffisance cardiaque et notamment les signes d'alerte, parce que parfois, ces signes-là peuvent sembler banals et pas forcément être pris vraiment à l'ampleur de ce que ça peut représenter. Cette campagne de communication sera aussi destinée aux professionnels de santé, donc avec l'implication des médecins traitants, des cardiologues, des pharmaciens, des infirmiers. Donc, vous allez avoir tout un tas d'événements qui vont avoir lieu. J'ai un petit peu plus de détails à vous donner maintenant parce que, comme je disais, aujourd'hui, c'est la conférence de presse qui a lieu. Donc, vous allez peut-être en entendre parler à la radio, à la télévision, mais aussi dans la presse professionnelle. Il y a le 25, la campagne de communication grand public qui démarre. Il y a des communications qui étaient envoyées au niveau des syndicats professionnels. Il va y avoir des outils qui vont être disponibles aussi sur Amélie pour les médecins. Par exemple, je sais avec une fiche pratique de prise en charge du patient insuffisant cardiaque. Donc là, vraiment, le focus va être mis sur cette pathologie, avec encore un deuxième volet début 2023, a priori en janvier. Là, on va plus s'intéresser aux signes d'alerte, mais on va être plutôt dans la seconde phase, c'est-à-dire pour un patient qui serait atteint d'une insuffisance cardiaque, quels seraient les éléments à surveiller, quels seraient les bons gestes à adopter, par exemple une alimentation pauvre en sel, etc., des choses comme ça. Donc là, ce sera le deuxième volet. Mais en tout cas, jusque normalement 2024, vous allez entendre parler de l'insuffisance cardiaque plus dans les médias suite à cette campagne de communication. Et maintenant, j'en ai fini avec ma présentation succincte. Je voulais vraiment que nous ayons le temps de pouvoir échanger. Donc, je vous propose de repartir de cette fameuse route avec les points critiques, puisqu'on a dit que c'est les points qui peuvent être intéressants sur lesquels travailler.
Et puis, je vais tout simplement déjà commencer par vous laisser la parole, à savoir, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce parcours insuffisance cardiaque ou des remarques particulières à faire? Nous sommes là pour vous écouter et pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Alors, si personne n'a de remarques particulières, comme on dit, qui ne dit mot consent. Donc, je suppose que vous êtes d'accord avec ce qu'on vous a présenté, que vous n'êtes en tout cas pas opposé à ce parcours. Je sais que certaines des structures sont déjà engagées sur des protocoles et travaillent déjà sur l'insuffisance cardiaque. Pour ceux qui sont déjà engagés dans le processus, je ne sais pas si nous avons des représentants aujourd'hui, est-ce que vous auriez besoin éventuellement d'outils supplémentaires? Est-ce que des choses pourraient vous être utiles? Moi, je pense que alors moi je suis docteur Gradler, là, parce que je vois des noms, alors je ne sais pas qui est derrière les écrans. Je suis en MSP. Autant je vais réussir à maîtriser des trucs sur ma boutique, autant j'en ai déjà discuté avec le docteur Langlois, je ne maîtrise pas ce qui se passe à l'hôpital. Et le problème, c'est mon patient qui a insuffisance cardiaque, qui sort de l'hosto et qui n'est pas rentré dans le Prado. Ça, je ne vois pas pourquoi ça devrait être obligatoirement l'hôpital. Enfin, quel est l'intérêt que ce soit obligatoirement l'hôpital qui inclut le patient dans le Prado? Je crois que ça avait été évoqué en CPL médecin, hein, me semble-t-il. Oui. Quand vous présenté, je crois que la question avait été soulevée. Oui, Mais je alors, pense qu'il faut que vous le fassiez remonter parce que je sais pas, il y a peut-être des explications qui m'échappent. oui, en fait, le problème vient de la nomenclature des infirmières. Hein, et ça, c'est quand vous lisez bien le texte opposable, c'est opposable, hein, la nomenclature des infirmières, la NGAP. Quand vous regardez l'acte de suivi que peut facturer une infirmière qui est un AMI 5,8, il est écrit qu'il faut que le patient soit intégré dans un parcours de sortie d'hospitalisation. Alors, ils ne disent pas Prado, mais initié par l'hôpital. Alors donc, c'est sûr que si on devait dire, si on devait, entre guillemets, contrôler à la caisse tous les patients qui ont des AMI 5,8 et dire, ah mince, c'est pas l'hôpital qui a engagé le truc, on ne fera pas, je pense pas, hein, c'est pas, voilà. Mais c'est ça qui nous bloque un peu. Donc ça, c'est remonté déjà. Parce que c'est vrai que c'est bloquant et que ce serait bien que la nomenclature change un peu, que les infirmières ne soient pas embêtées par un truc pareil, quoi. Le parcours sortie d'hospitalisation, ça ne veut pas dire que c'est initié par l'hôpital, en fait. Sauf si c'est. Eh bien, c'est marqué comme ça dans la nomenclature. Vous savez, vous vous souvenez, Oui. j'ai potassé le truc et je pensais, moi, qu'on pouvait contourner, mais vous avez vu, je vous ai renvoyé la doc et après, force renseignement. Donc, c'est vraiment marqué qu'il faut que ce soit initié par l'hôpital. Initié par l'hôpital, oui. D'accord. Mais bon. Si je peux prendre la parole juste par rapport à ça. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Oui, Michael Vanni, je suis infirmier donc à la MSP de Creusval et je suis formateur. Et je suis formateur NGAP. Et donc, le discours est clair. C'est effectivement, comme il a été dit, que malheureusement, la prescription de cet article ne peut être faite par un médecin généraliste. Et c'est le discours que je donne à tous mes stagiaires. Donc, ce qui veut dire que les infirmiers qui reçoivent une ordonnance du médecin traitant vont dire ben non, je ne peux rien faire avec ça. D'accord. Voilà. Mais vous voyez, il y a un truc aussi, hein, c'est que sur la BPCO, j'ai eu le même truc, j'ai eu le même réflexe. Un patient qui me disait, il y avait des prescriptions, mais il y avait des prescriptions qui manquaient, des choses qui n'étaient pas faites par l'hôpital. Après, X allers-retours entre la caisse et moi, où moi je disais, mais c'est pas à moi de prescrire, et si je prescris, je vais être embêté, les infirmiers, les kinés vont être embêtés. Finalement, c'est moi qui ai fait la prescription. D'accord. Et je pense que c'est des trucs à la con parce que c'est des freins. Ah oui, mais complètement. Après, je vous rejoins. Moi, je pense que c'est à un moment donné, si je n'ai pas le Prado, qu'est-ce que je peux faire? Nous, c'est pour ça que sur notre MSP, je travaille avec Dr Ollier, cardiologue, on est en train de monter un projet de suivi de patients insuffisants cardiaques parce que justement, beaucoup de patients sortent, comme vous le dites, chez nous aussi sur notre secteur et qui ne sont pas inclus dans ce Prado et qui sont en errance du coup.
Parce que du coup, vous n'avez pas de moyen de faire de la facturation. Si je vous fais une ordonnance pour suivi de patients insuffisants cardiaques, vous n'avez pas, avec toute la nomenclature que vous avez au niveau infirmier, DSI et compagnie, il n'y a rien qui peut aller. Il y a éventuellement une possibilité avec le BSI et anciennement, on appelait ça la IS4, qui maintenant, avec le BSI, tombe à la trappe. Mais voilà, c'est une des possibilités puisqu'il y a les paramètres qui sont pris en compte dans cet autre acte, tout ça. Mais voilà, c'est pas alors, Oui, mais alors juste avec la notion que le BSI donc se base, c'est pour des patients pour des patients qui sont dépendants. Hein. En dépendance et oui. avec une grille de dépendance, hein, voilà, qui est la grille SEGA. Hein, c'est ça. Donc à partir de cette grille SEGA, l'infirmier va entrer l'état de dépendance du patient et ça rentre ou ça rentre pas dans tel ou tel forfait, quoi. Bon, ceci Exactement. dit, voilà. Hein, donc bon, mais alors j'ai un point d'espoir déjà. Le premier, c'est que on était frileux sur la Moselle pour le parcours, pour le Prado IC, pour des raisons voilà, qui tiennent à notre territoire, à des choses qui avaient été mises en place ici avant le Prado. Donc le territoire n'était pas prêt à accepter le Prado, les hôpitaux non plus. Donc on a été un des derniers départements français à intégrer le Prado IC avec beaucoup de difficultés d'acceptation des hôpitaux. Maintenant, ça change parce que finalement, il y a une possibilité d'intéressement des hôpitaux justement au sein de ce parcours insuffisance cardiaque pour resserrer les liens avec la ville. Et on leur dit, écoutez, le mieux, ce serait quand même d'utiliser le Prado. Au moins, vos patients sortiraient dans de bonnes conditions de sécurisation. Et donc, on essaie de faire un petit peu, comment dire, pas pression, mais de vendre encore mieux notre Prado, justement dans l'intérêt des patients et dans l'intérêt des suivis des établissements. Alors là, avec nous, l'ARS est avec nous sur ce sujet. Madame Himmer, qui est donc notre directrice, est tout à fait à fond sur le Prado aussi et compte également rencontrer, elle me l'a dit il n'y a pas très longtemps, rencontrer les hôpitaux pour renforcer cet outil ou l'utilisation de cet outil afin que les patients soient sécurisés jusqu'à... Voilà, donc il y a un petit espoir qui se dessine de ce côté-là. Effectivement, on disait tout à l'heure, nous sommes aussi sur le thème CAQES, donc les établissements qui étaient ciblés pour la Moselle, suite aux premières rencontres, nous sommes allés les revoir avec Dr Langlois et avec Madame Cabès qui s'occupe du Prado sur la Moselle pour, on va dire, remettre une petite couche et leur reparler de ça en sachant effectivement qu'il y a un intéressement pour les établissements hospitaliers qui peut peut-être les pousser à penser plus souvent, à avoir le réflexe Prado pour inclure leurs patients. Et au niveau des CAM, je pense qu'il y a quand même eu un petit sursaut, j'ai l'impression, au niveau cardio. Donc, alors, ça dépend toujours. Voilà. Que ça aille dans le bon sens. Ça dépend, voilà. Mais certains établissements ont relancé. Vous allez voir réapparaître, j'espère, un peu plus de patients inclus dans les Prados. Parce que le Prado, ça doit être n'importe quel stade d'insuffisance cardiaque, de toute façon. Oui. Parce que c'est ce que je disais à Madame Langlois la semaine dernière. Hein. Je pense qu'il faut que vous y alliez régulièrement à la caisse au niveau des hôpitaux. Les internes changent tous les 6 mois, donc vous prévoyez une visite novembre et une visite en mai. Alors, et puis, c'est des cadres. Oui. Donc, j'ai revu avec Madame Oliéric, par exemple, pour le CHR, qui est donc présidente de CME. Alors, ça y est, maintenant, je vais être réinvitée parce que pendant la période du Covid, on m'a mis de côté pour tout ça. Mais maintenant, on me réinvitera à l'arrivée des internes en CME. Je vais pouvoir reparler du Prado un peu à tous les internes. Madame Cabès ne mâche pas son travail non plus pour retourner voir tous les cadres, parce que ça dépend aussi des cadres. Donc oui, on travaille dessus. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que
voilà, on a tout intérêt, nous, à ce que vos patients soient sécurisés pour les rendez-vous. Et donc, et je vous disais même, dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est que Madame Himmer s'implique complètement, là, l'ARS s'implique complètement, et ça, on y va main dans la main, ce qui est quand même remarquable. Parce que finalement, Monsieur Vanni, vous allez me détromper, mais si j'ai un patient qui est en Prado, moi, je n'ai pas de problème au niveau médical, parce que j'ai une visite qui est prévue et qui est tarifée, qui a la nomenclature, patient qui sort d'hospitalisation pour une insuffisance cardiaque. Ça, j'ai la majoration et je peux l'utiliser. Oui. Mais dans le Prado, finalement, ça donne aux infirmiers les moyens d'avoir des actes et un suivi qu'ils n'ont pas dans la nomenclature hors Prado. Ah, bien sûr. Voilà. Ah oui. Pour les histoires d'optimisation médicamenteuse, gestion de la titration, est-ce que le pharmacien est intéressé aussi sur une analyse de la prescription ou je ne sais quoi dans le cadre du Prado? Non. Non, il n'intervient pas. Non. D'accord. Par contre, il est prévenu, mais il n'intervient pas. Mais le pharmacien, il est intéressé autrement par des bilans, vous savez, de médication partagée, des choses comme ça. Les pharmaciens, alors pas dans le Prado, mais de façon globale, les pharmaciens maintenant ont d'autres missions. Vous savez, une des premières missions qui avait été confiée aux pharmaciens, c'était de relayer les médecins traitants sur comment prendre son antivitamine K, enfin son anticoagulant. Enfin, vous voyez, ça, c'était une mission qui avait été confiée en sus et en suivi de l'information du médecin. Il y avait cet accompagnement pharmacien qui est rémunéré. Et maintenant, c'est donc ce qu'ils appelaient les entretiens AVK à l'époque, AVK. Et donc, mais ça n'existe plus, ça? Si, ça existe toujours et il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Voilà, il y a d'autres missions. Et justement, ce bilan de médication partagée qui au départ était… voilà, donc maintenant, mais ça, si vous voulez de la doc là-dessus, vous trouvez ça facilement. Je peux vous envoyer un lien aussi là-dessus. Donc oui, les infirmières, les pharmaciens sont… Alors, pas pour le Prado directement, mais pour les bilans de médication, oui, ils sont de plus en plus sollicités et rémunérés éventuellement pour compléter l'information que le médecin a pu donner, que l'infirmière a pu donner également. Il y a toujours ce soutien du pharmacien. À savoir que là aussi, dans le cadre de la campagne de communication, donc toujours pareil, hein, ce n'est pas le Prado, mais vraiment l'insuffisance cardiaque en général et plutôt les signes d'alerte. Normalement, il va y avoir une communication qui va être envoyée aux pharmaciens avec une petite formation à destination des équipes d'officine sur tous ces signes d'alerte pour qu'ils puissent les relayer auprès des patients qu'ils pourraient rencontrer au sein de leur pharmacie. Avec aussi une campagne d'affichage qui est prévue dans les pharmacies avec le CESPharm. Et puis, ça, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, normalement, il y aura une campagne d'affichage digital qui sera spécifiquement prévue pour les MSP, qui sera mise en place, je crois, qui pourrait être mise en place entre le 25 septembre et 31 décembre. C'est un autre… Campagne d'affichage comment alors? Digital, donc ce sera une petite vidéo pédagogique à faire passer éventuellement sur des écrans au sein de la MSP. D'accord, avec du son ou sans le son? Ça, je ne sais pas encore. Pour l'instant, il y a un embargo sur les outils tant que la campagne n'est pas démarrée, donc je ne suis pas en mesure de vous dire s'il y aura du son ou pas. Parce que ça, je pense qu'on en avait discuté tous les deux lors d'une CPL. Moi, je milite pour qu'il y ait des écrans connectés. J'en ai dans mon établissement, enfin dans ma boutique, on en a un dans chaque salle d'attente. On peut mettre de la vidéo, mais on travaille avec IDS Media et en fait, il est prouvé qu'il ne faut pas qu'il y ait de son. D'accord. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, on avait sollicité l'ARS. Alors, il faudrait peut-être qu'on s'y prenne différemment pour, sur le territoire de la CPTS de Metz et environ, favoriser l'utilisation des écrans connectés et du coup obtenir un soutien de l'ARS ou de la CEPAM sur ce sujet-là pour qu'il y ait une partie de la location de ces outils qui soit pris en charge par une subvention. Et on m'a toujours dit, on ne veut pas payer des télés dans les salles d'attente. Donc, ce ne sont pas des télés. Je peux vous renvoyer la doc. Mais là, vous touchez du doigt. Vous allez donner des outils numériques. Vous en avez 3 qui vont être capables de répondre à ça et passer ces vidéos. Vous n'avez pas de soutien. Je suis bien gentil, mais j'ai un soutien par les ACI de la MSP. Donc, quelque part, je pense que c'est logique que je mette de la communication institutionnelle sur les écrans. Mais s'il n'y a pas de soutien institutionnel au niveau d'une CPTS, par exemple, que ce soit de l'ARS ou de la caisse, vous nous privez de moyens de communication et vous vous privez de moyens de communication. Pas de soutien,
C'est en gros pas de bras, pas de chocolat. Il n'y aura aucune légitimité, que ce soit de la Caisse ou de l'ARS, à demander à des gens qui financent sur leurs deniers des écrans connectés de passer de la communication. Par contre, ce serait différent, et je m'étais renseigné là-dessus. Moi, demain, j'ai des écrans connectés sur tout le territoire de la CPTS. J'ai les moyens avec IDS Media, par exemple, d'administrer tous les postes, et on en aura discuté avant avec les professionnels en leur disant, en échange on vous prend en partie l'allocation en charge. Ce genre de communication, c'est vous le donnez à un administrateur, et d'un clic, on le balance sur tous les postes. Oui, bien sûr. J'ai souvenir effectivement que vous aviez relayé le dossier que vous aviez monté par rapport à ces écrans, je me rappelle très bien. Voilà. Je suis un peu idée fixe des fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet, sur ce parcours? Et est-ce qu'il y a surtout des structures, des MSP qui souhaitent qu'on vienne les voir et qu'on leur montre, comme disait Madame Arianti, qu'on amène les diagnostics territoriaux? Voilà, alors avec toute la précaution qu'il faut avoir par rapport au repérage des pathologies dans nos bases de données, bien entendu, qui partent à la fois des ALD peut-être, mais alors sous-diagnostiqués en ALD, sous-cotés en ALD, j'allais dire, parce qu'un patient qui arrive en insuffisance cardiaque au code STIM10 I50, avant, il a été probablement hypertendu et puis pas insuffisant cardiaque, il a eu un problème, une ACFA, où il a eu également un problème coronarien ou une cardiomyopathie. Et là, pouf, si on ne met pas le code SIM10 à jour, on ne le retrouve pas dans nos bases de données. Par contre, ce qu'on retrouve comme pathologie, on les retrouve bien dans le PMSI. Ça, par contre, s'ils passent à l'hôpital, on est sûr de les choper, parce que là, le PMSI est bien plus exhaustif. Ouais. Voilà. Moi, je suis intéressé. Il faut que vous me rameniez effectivement des choses. Après, j'ai bien compris que ça serait du repérage indirect, quoi, qu'on n'aurait pas d'assurance d'exhaustivité. Moi, je suis capable de faire. On a changé de version de Medistory, on est en version 4 depuis décembre, et donc du coup, je suis effectivement capable d'avoir mes protocoles qui soient dans le logiciel et de repérer les patients que je fais rentrer dans le protocole, donc pour essayer d'être avant, si je fais des choses avec les infirmiers ou notre assistante médicale, pour repérer des choses avant le stade d'hospitalisation. Par contre, c'est vrai que c'est l'aval de l'hospitalisation qui coince si on n'arrive pas à rentrer en Prado. Et je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse vous remonter tous les patients nominativement en disant, voilà, Monsieur Michu, il aurait dû être dans le Prado, il n'est pas dans le Prado. Ah ben oui, mais parce qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de faire de la communication au grand public vers les hôpitaux si on n'est pas capable de leur dire, mais là, celui-là, pourquoi vous l'avez laissé sortir sans Prado, quoi? Pour l'instant, au niveau protection des données, la transmission de liste de patients n'est pas encore autorisée. Oui, on va signer une convention, puis vous allez voir, ça va se faire. Donc, demain, vous signez une convention avec la CPTS de Metz sur l'échange de données. Donc, ça va se faire. Non, mais à un moment donné, si vous voulez, c'est contre-productif que de faire des notes de synthèse ou des notes de service en disant aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça. Ceux qui devraient être concernés ne se sentiront pas concernés et n'écouteront rien. Et ceux qui devaient être, ceux qui ne sont pas concernés, vous leur faites perdre du temps. Alors, donc, à un moment donné, il va bien falloir savoir, parce que moi, je vais être coincé avec mes infirmiers derrière. Oui, et je trouve que c'est important ce que vous dites. Et donc, ça se répand quand même. On voit bien que la ville, il n'y a pas que vous, docteur Gradia, la ville s'inquiète beaucoup de ce Prado quand même, c'est vrai. Et donc, j'ai été interpellée par pas mal de nos confrères à propos de ce sujet-là, parce qu'ils sont aussi désolés de ne pas avoir la possibilité d'utiliser ce Prado un petit peu partout. J'ai même été appelée par la MMPPU pour faire une information à ce sujet-là, mais bon, tant que l'hôpital ne suit pas, mais comme je vous le disais, restons positifs, ça va bouger. Voilà. On espère. Petit à petit, voilà, on essaye de rajouter des trucs à l'édifice.
Oui, mais parce que vous voyez, vous avez de l'autre côté M. Vanni là, qui dit je suis en train de travailler avec un cardiologue pour écrire un parcours. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont s'échiner à réécrire le parcours Prado, et puis après, ils vont s'échiner à présenter ça en article 51 pour que ça passe sur de l'expérimental. C'est de la perte de temps et d'énergie. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Ok. L'idée, c'est vraiment, aujourd'hui, on s'adresse à vous, MSP, mais l'idée, c'est vraiment de travailler avec tous les acteurs du parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, de reprendre notre bâton de pèlerin, d'aller voir les hôpitaux régulièrement pour discuter avec eux, de parler aux MSP, mais aussi forcément aux professionnels de santé qui ne seraient pas dans l'exercice coordonné, aux associations de patients. Voilà, le but, c'est vraiment que tout travaille. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait les critères d'inclusion du Prado. C'est quoi qui devrait déclencher l'inclusion dans le Prado quand les patients sont à l'hôpital? L'idée qui vient de me venir, c'est qu'on devrait être en capacité, une fois que le patient est sorti, de rappeler l'hôpital ou de vous faire rappeler l'hôpital en disant « faites-nous une prescription de Prado ». Parce que si ça pourrait être la manière de rattraper le truc. Ouais, on pourrait rattraper ça comme ça. On pourrait essayer ça, docteur Gradler. Oui. Je vais essayer de voir ça. Mais alors, vous voyez, justement, on va aller voir les cardiologues du CHR et la semaine prochaine, je crois. Donc, est-ce qu'on peut leur proposer? On va voir s'ils seraient d'accord pour ça. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je la retiens et je vous dirai. Oui, c'est une bonne idée. Ils vont pas aimer, hein, parce qu'ils vont dire ouais, non, mais je sais pas, faites bref parce qu'il faut que je revienne dans le dossier, etc. Donc, j'ai pas. Mais je pense qu'il faut tenter le coup parce que de l'autre côté, il y a tellement d'implications en aval avec les infirmiers que c'est dommage. Il faudrait qu'on demande l'autorisation parce que de faire des trucs comme ça un petit peu sur le côté, mais on va essayer. Vous savez, sur d'autres trucs, ils me feraient très bien une prescription parce qu'ils ont oublié un truc, il n'y a qu'eux qui peuvent. Enfin, si c'est le pneumologue, par exemple, qui doit me faire des aérosols, que le patient est sorti et que moi, de toute façon, je ne peux pas initier le traitement par aérosol, ça ne lui posera pas un problème de me refaire une ordonnance s'il a oublié de le faire. Il ne faut pas que je lui tombe dessus en lui disant qu'il est crétin parce qu'il a loupé un truc. Mais à un moment donné, si on demande poliment, je pense qu'il faut. C'est une manière de remettre. Et à force, on ne devrait plus les appeler. Si ça rentre dans le. Si je l'étale 15 fois pour des patients, là, normalement, s'ils ne sont pas débiles, au bout d'un moment, ils feront la prescription tout seuls. Hein. C'est une bonne idée. On peut noter ça. Je vais en parler après autour de moi avec mon manager et puis je vous tiens au courant. Puis de toute façon, on va réappuyer parce que c'est un changement d'échelle, mais quand on va passer à l'échelle CPTS, ça sera kiff-kiff. Ça fait. Du coup, par rapport aux structures, donc qui seraient, alors je reprécise, c'est soit des structures qui travailleraient déjà sur l'insuffisance cardiaque ou qui souhaiteraient démarrer quelque chose, on va dire. Nous sommes à votre disposition, donc comme on disait, pour venir vous fournir les outils, vous les présenter. Comme vous le souhaitez, soit écrivez dans le chat si vous êtes intéressé pour qu'on reprenne contact avec vous et organise une rencontre, choisisse des dates, ou même vous pouvez revenir vers nous par mail par la suite. Et puis c'est pareil, ce que je vous propose peut-être, c'est suite à cette présentation, refaire un mail à tous ceux qui étaient là présents pour revoir avec vous si vous êtes partant ou pas pour travailler dessus. C'est peut-être plus simple au niveau de votre organisation. Si vous devez en parler avec vos collègues ou autres, on va peut-être faire comme ça. Et puis voilà, donc ça c'était juste un premier point rapide en espérant ne pas avoir pris trop de votre temps. Merci beaucoup en tout cas pour avoir bien voulu participer à cette première présentation. Merci beaucoup. Et puis donc, à très bientôt, alors par mail et peut-être... Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.